Bienvenue au live du Parc. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de mesures, beaucoup de conseils pour aider les entreprises à passer le cap de la crise économique. C'est difficile de trouver le bon chemin dans ce labyrinthe. Aussi, j'ai sollicité l'intervention du premier cabinet d'avocats d'affaires en France et d'inviter Antoine Bisdorf, qui est spécialiste de restructuring, et on va voir si c'est un magicien ou plutôt une mine d'or. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est pas facile dans une période comme celle-ci. Antoine, est-ce que tu peux commencer déjà par ton parcours? Parce que c'est quoi le restructuring et comment tu es arrivé à faire du restructuring? Oui, bonjour Véronique. J'ai suivi des études de droit, évidemment, mais également un parcours en école de commerce, majeure finance, parce que le restructuring, c'est à mi-chemin entre le droit, la pratique juridique, plutôt transversale, le droit social, le droit des sociétés, le droit fiscal, etc., mais aussi le chiffre. Parce que tous les outils dont on va parler dépendent au départ de la situation de trésorerie actuelle ou prévisionnelle des entreprises. Donc il faut pouvoir établir, avec l'aide des professionnels du chiffre, que nous ne sommes pas des prévisionnels. La cessation des paiements, on en parlera, qui est vraiment la ligne de démarcation entre les différents outils, est une notion comptable. Donc obligatoirement, le professionnel du restructuring doit avoir cette double compétence juridique et comptable financière. Bon, maintenant, ceci dit, tu n'as pas pris beaucoup de risques en intégrant le cabinet Fidal, qui est le premier cabinet d'avocats d'affaires. Oui, absolument. Fidal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet d'avocats dédié à l'entreprise, environ 2200 collaborateurs en France, 90 bureaux, des spécialistes dans toutes les matières du droit des affaires et effectivement un département restructuring étoffé et qui travaille aussi de façon transversale avec les experts des autres matières complémentaires. Je parlais du droit social tout à l'heure, le droit des sociétés, le droit fiscal, mais parfois le droit de l'environnement quand on a des installations polluantes, oui, ou classées, ICPE, etc. La propriété intellectuelle parfois, quand on a des actifs incorporels confrontés à des procédures collectives. Parfois, on peut asseoir des garanties sur des actifs incorporels. Donc, il y a tout ce travail en lien les uns les autres. Donc, oui, peu de risques en rejoignant Fidal. Bon, je vais quand même un peu te titiller. Tu es intervenu dernièrement dans un webinaire mouvements sociaux, entreprises, comment surmonter une baisse d'activité. Aujourd'hui, tu ne fais que copier-coller, tu appliques les mêmes conseils ou non. Ou ce sont des outils différents? La période qu'on vit, c'est du jamais vu. Donc, je suis jeune, les anciens disent la même chose. Remarque, attends, les mouvements sociaux qu'on a vécus juste avant la pandémie, c'était quand même aussi quelque chose qui était fort. C'est vrai, mais là, l'arrêt total de l'activité quasi mondiale du jour au lendemain, ça reste un événement qui oblige à revoir complètement nos méthodes. Donc, je ne suis pas du tout en mesure de faire du copier-coller. Ça nous arrangerait parce que finalement, on a l'expérience du passé, des outils du passé. Donc si on pouvait les copier-coller dans cette situation d'urgence, on gagnerait du temps. Et en fait, nous-mêmes professionnels, on consomme du temps, on ne le perd pas, mais on consomme du temps à se tenir à jour. Parce que cet éventail de dispositifs, ces solutions très très nombreuses qui sont mises à la disposition des entreprises depuis le mois de mars, nous-mêmes, on a besoin de s'y retrouver avant de pouvoir les conseiller à nos clients. Donc, en fait, pas de copier-coller parce que pas possible. D'abord parce qu'il y a des outils du passé qui n'existent plus. Aussi parce qu'il y a des outils nouveaux qui se sont rajoutés. Et puis parce qu'aujourd'hui, il y a une situation qui oblige à ouvrir le champ des possibles. Et on a plus d'outils à notre disposition aujourd'hui qu'on en avait par le passé. Quand tu dis plus d'outils, vu de l'extérieur, et d'ailleurs c'est ce que rapportent les chefs d'entreprise, on a l'impression que justement dans la caisse à outils, il y a tellement d'outils qu'on n'arrive même pas à faire son choix. Donc qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui comme conseil à tes clients et qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de toi? Ils viennent te chercher vraiment trop tard, trop tôt, au milieu? Alors, qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi? En simple, on ne peut leur offrir que du temps. C'est un peu réducteur. Mais, que du temps?
Oui, du temps pour attendre la sortie. Ah, du temps pour attendre. Ah, voilà. Il va falloir que je pour attendre la sortie. D'accord. Voilà, parce qu'en réalité... La sortie de la crise ou la sortie... La sortie de la crise et le redémarrage de l'activité économique. Et on ne sait pas quand ce sera. Et d'ailleurs, tous les dispositifs qui sont aujourd'hui proposés sont des dispositifs pour temporiser. Et on le voit bien sur le plan statistique, il n'y a jamais eu aussi peu de défaillances d'entreprises que depuis le mois de mars dernier. Alors, je vais quand même te reprendre là-dessus. Tu dis gagner du temps. Moi, j'aurais tendance à te dire, est-ce que ce n'est pas reculer pour mieux tomber ? Parce que, en fait, grâce à ce temps, on fait la restructuration qui permet de s'en sortir. Donc, ce n'est pas juste gagner du temps pour gagner du temps, c'est gagner du temps pour utiliser ces outils pour se restructurer, redimensionner et accélérer un certain nombre de choses. Parce que finalement, cette crise, on constate chez nos clients qu'elle est un formidable accélérateur de changement. Ça vaut sur le plan informatique. Un événement comme aujourd'hui, par exemple, ils se sont démultipliés grâce à la situation qu'on a vécue, au respect de ces gestes barrières, au fait qu'on puisse plus se réunir. Donc il y a un certain nombre de nouveaux outils, et le digital en fait partie, qui sont mis en place grâce à cette accélération du temps. Toutes ces visios qu'on utilisait auparavant et qui sont aujourd'hui notre quotidien, ça a dû amener de la transformation dans les entreprises, y compris chez Filial, comme dans beaucoup de gros cabinets qui ont dû se moderniser de façon extrêmement accélérée. Donc, oui, maintenant, ceci dit, on avait un peu de retard en France quand même. Oui, c'est sûr. Donc ça nous a obligés de faire ce bond. Quels sont les outils qu'une entreprise peut utiliser aujourd'hui pour, on va dire, pour s'en sortir, à savoir une baisse d'activité, voire une activité qui a du mal à redémarrer, qui n'avait pas forcément de trésor d'avance, donc qui a besoin de cash. Tu leur proposes quoi concrètement en termes d'outils ? En fait, pour bien comprendre, je pense qu'on peut distinguer le report de charges au sens large. Donc évidemment, on pense au report des charges sociales, aux moratoires qui sont négociés avec les banques, éventuellement aux périodes de franchise, de rallongement de maturité des emprunts, etc. Enfin, tous ces dispositifs qui permettent de gérer le passé, c'est-à-dire de rembourser en davantage de temps ce qui aurait été exigible plus tôt, le but étant d'éviter la cessation des paiements qui oblige, dans un délai de 45 jours, à régulariser une déclaration de cessation des paiements ou à minima ouvrir une procédure de conciliation auprès du tribunal de commerce. Donc, pour moi, il y a une première catégorie d'outils qui sont ceux qui nous permettent de reporter l'exigibilité du passé. Pour certaines entreprises, ça suffit, finalement, de repousser des échéances immédiates. Pour d'autres, ça ne suffit pas, et donc il faut aller chercher, en plus, de l'argent frais. Évidemment, PGE, mais tous les autres outils qui sont à la disposition des entreprises. Tu sais, aujourd'hui, PGE, finalement, tout le monde s'est précipité sur les PGE. On ne connaît pas le taux de sortie. Aujourd'hui, le PGE, c'est vrai que les chefs d'entreprise disent en regardant, tiens, j'aurais peut-être mieux fait de prendre un prêt rebond, même si c'était limité à 300 000 euros, parce que c'était une mesure qui paraissait tellement... C'est la première, d'ailleurs, qui est sortie. Donc, toi, tu vas renégocier la sortie des taux avec les banques ? Oui, malheureusement, on va avoir du travail à ce moment-là. Je dis malheureusement parce qu'effectivement, c'est un vrai aléa pour l'entreprise de signer aujourd'hui un PGE sans savoir à quel taux elle emprunte. Parce que pour les auditeurs, les personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas le PGE, ça permet d'aller plus loin en montant, parce qu'on peut emprunter jusqu'à un quart du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut demander un quart du chiffre. Et bien entendu, parce que parfois le besoin est inférieur et ça ne sert à rien d'endetter l'entreprise de façon inutile, ça va de soi, même si c'est garanti par l'État. Et d'autre part, les PGE prévoient une période de franchise, c'est-à-dire une période pendant laquelle on ne paye pas, ni capital ni intérêt, de 12 mois. Donc un PGE souscrit par exemple en juin 2020 ne sera remboursé pour la première fois, totalement ou partiellement, 5 annuités maximum derrière, qu'en juin 2021. Et effectivement, comme tu disais, c'est très court, et en plus les taux ne sont pas encore déterminés. Alors, ils vont être encadrés par l'État et ça restera des taux normalement raisonnables, mais effectivement il y a un aléa sur ce dispositif-là. Est-ce que, une question un peu piège, mais bon, est-ce que la réalité sur le terrain est à la hauteur des annonces politiques ?
Parce qu'aujourd'hui, quand on entend, il y a tant de milliards d'euros qui sont octroyés pour telle chose, sur telle autre chose, sur telle autre chose. Toi qui es sur le terrain, est-ce que ces annonces te paraissent vraiment collées au terrain ? Plutôt oui, dans le sens où vraiment on sent qu'il y a du pragmatisme derrière ces mesures et que les mesures qui sont prises s'adaptent aussi avec le temps. Par exemple, chômage partiel. Attends, Antoine, là, je t'arrête. Quand on a vu le plan aéronautique sortir et qu'on l'a regardé, c'était un plan aéronautique qui était plus dédié et en direction des grands comptes que des sous-traitants des grands comptes. Il y a aussi des dispositifs encadrés par Pacte PME qui améliorent la collaboration entre les grands comptes, les grandes entreprises, en partie publique pour certaines, et puis les PME, les ETI de nos territoires. Donc, quand même, je maintiens ma réponse. Plutôt oui, plutôt du pragmatisme. On voit bien que le chômage partiel a été reconduit, qu'il y a un certain nombre de mesures concrètes qui s'adaptent à la situation, parce qu'au mois de mars, quand nous sommes tous brutalement confinés, évidemment, on ne sait pas pour combien de temps. On voit le modèle italien, on voit ce qui se passe ailleurs. Et même aujourd'hui, on a peur. Il y a une part d'aléa. Et on sait bien que l'économie repose sur la confiance et que quand on sort tous masqués, même pour promener son chien dans certaines villes ou dans certains départements, c'est anxiogène. Je te rassure, je me fais l'avocat du diable. Alors, on va parler de choses peut-être un peu plus malheureuses, mais souvent le tribunal de commerce, quand on prononce ce mot-là, c'est un mot qui fait peur. Est-ce que tu es capable de me démontrer le contraire ? Je vais essayer. D'abord parce que je me suis présenté tout à l'heure sur le plan un peu académique, mais au-delà de ça, j'ai commencé ma carrière dans des études d'administrateur judiciaire à Paris. Donc de l'autre côté de la barrière. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire l'administrateur judiciaire est désigné par le tribunal de commerce pour accompagner la restructuration d'une entreprise, que ce soit en phase préventive, amiable, les mandats ad hoc, les conciliations, ou bien en procédure collective. On pense évidemment au redressement, à la liquidation, mais il y a aussi une procédure très intéressante, la sauvegarde, qui est malheureusement méconnue, mais qui... Oui, mais enfin, qui t'enchaîne pendant quelques années Non, parce que d'abord, il faut savoir qu'il y a 60 000, entre 50 et 60 000 entreprises par an qui bénéficient de ces procédures-là. Je parlais du mandat ad hoc et de la conciliation. Ce sont des procédures qui ont un taux de succès de l'ordre de 80%. Ce sont des statistiques officielles et nationales. Ici, à Pontoise, les chiffres du tribunal de commerce sont conformes strictement à ces taux de réussite. Donc aujourd'hui, en mandat ad hoc et en conciliation, on a 4 chances sur 5 de sauver son entreprise. Et il est vrai, en revanche, qu'en procédure collective, c'est l'inverse. On a plutôt 4 chances sur 5 de la perdre. Mais tous ces chiffres doivent être pris avec du recul, parce qu'il y a un très très grand nombre de dossiers qui sont d'emblée des demandes de liquidation judiciaire. Donc ce sont des dirigeants qui viennent eux-mêmes demander l'arrêt de leur activité. Oui, mais parce que nous le savons tous les deux, parce qu'ils arrivent un peu tard. Oui. Parce qu'on pense au tribunal de commerce que pour liquider son entreprise finalement. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Je ne vais pas bien, je suis une entreprise, je ne me porte pas bien, je te contacte, tu vas m'aider en me donnant les bons outils, ou du moins en me transmettant les bons outils et en m'accompagnant. Je saisis le CODEFI, je vais plutôt au tribunal de commerce. Je tape sur l'épaule d'un copain qui est dans la même situation que moi pour lui demander des conseils. Concrètement, qu'est-ce que je fais ? Concrètement, il ne faut pas avoir peur du tribunal de commerce. Et je parle d'expérience. D'expérience d'ancien administrateur judiciaire et puis aujourd'hui de conseil spécialisé qui ne fait que ça, d'accompagner les entreprises vers ces procédures-là avec les statistiques que j'ai indiquées. Pourquoi ? Parce que tout ce qui sera fait de façon générale à l'intérieur de ces dispositifs légaux sera
incontestable par la suite. Mais alors, qu'est-ce que Donc, tu es qu'est-ce que tu es en train de me dire? Enfin, si je comprends bien ce que tu m'expliques, c'est allô docteur, je suis malade. Là, tu les montres pratiquement, enfin, tu les présentes pratiquement comme étant des docteurs. C'est ça. Alors que l'image qu'on a plutôt du tribunal de commerce, pareil, toujours, hein, je me fais l'avocat du diable, c'est plutôt la personne qui fait descendre la guillotine, le couperet. Oui, malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues sur... Donc, allô docteur, oui, je suis malade et là, on ne va pas te claquer la porte au nez en te disant, attendez, c'est pas encore le moment de vous couper la tête. Absolument pas. Et au contraire, dans les tribunaux de commerce, il y a des cellules qui sont dédiées à la prévention, détection des difficultés des entreprises, avec des juges bénévoles qui reçoivent gratuitement dans leur cabinet et qui peuvent aider au diagnostic aux côtés des professionnels du chiffre et du droit. Alors justement, tu me permets de rebondir sur une question. Mon entreprise ne va pas très bien. Combien coûtent ces procédures? C'est pas le moment finalement que... Absolument. J'ai pas l'impression d'investir pour sauver ma peau. J'ai l'impression que ça va me coûter encore plus avant qu'on me coupe la tête. Oui, donc c'est quoi le coût? C'est vrai. À un moment où finalement l'entreprise devrait faire des économies, on lui rajoute des charges, des honoraires comptables, juridiques, même si ces procédures-là restent peu onéreuses au regard du gain qu'on trouve. Je vais prendre un exemple concret. Deux exemples. Un, c'est un point précis, ça s'appelle le privilège de New Money. Pour dire les choses simplement, un dirigeant qui remettrait en compte courant d'associé dans son entreprise en dehors de toute procédure, en se disant, bon, j'ai 100 000 € de côté, je vais les mettre, ça va me permettre de tenir un petit peu. De toute façon, si je vais au tribunal de commerce, je suis mort, donc il vaut mieux que je reste caché, je fais mon apport en compte courant et dans l'hypothèse où l'entreprise dépose le bilan par la suite, cet apport en compte courant est une créance chirographaire quasi irrecouvrable. Donc il a à peu près aucune chance d'être payé. A l'inverse, si ce même dirigeant avait ouvert une procédure de conciliation, que l'accord de conciliation qui prévoyait l'injection par exemple de 100 000 € en compte courant d'associés dans l'entreprise était homologué par le tribunal, c'est une procédure très simple, en cas de déconfiture ultérieure, malheureusement, cet apport arriverait en rang super privilégié, c'est-à-dire dans la pyramide des privilèges, tout en haut. Tu fais partie des services de l'État? Devant même. Devant le privilège du trésor public. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que je passe devant l'URSSAF, etc. Absolument, à égalité avec le super privilège des salariés. D'accord. Ça, je pense qu'il y a très peu de chefs d'entreprise. Et c'est pour dire que les honoraires, peut-être que les honoraires vont représenter 10-15% de cet apport. Mais c'est quoi par rapport au gain de toute cette procédure? Deuxième exemple, rapidement, les licenciements. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se restructurent avec des licenciements pour motif économique qui peuvent coûter cher. Ces licenciements pour motif économique, sauf cas rarissime où il y a une assurance qui les prend en charge, ces licenciements sont payés par l'entreprise sur sa trésorerie disponible. Si ces licenciements ne suffisent pas et que l'entreprise se trouve en cessation des paiements et bascule en procédure collective, on les aura fait, on aura épuisé la trésorerie et il faudra gérer sa procédure. En revanche, si la société s'était mise de façon anticipée, travaillée en procédure, par exemple, de redressement judiciaire, les licenciements pour motif économique mis en œuvre pendant la procédure de redressement judiciaire sont pris en charge par un fonds public qui s'appelle l'AGS. Oui. L'entreprise ne décaisse pas un seul centime d'euro sur ces licenciements. Donc la restructuration est payée par l'AGS. Petite précision, c'est une avance et l'AGS doit ensuite être remboursée selon des modalités à définir, mais pouvant aller jusqu'à 12 ans grâce à l'ordonnance Covid du 20 mai dernier. Auparavant, c'était 10 ans. Mais quelque part, on bénéficie, grâce à cette procédure de redressement judiciaire, d'une prise en charge de la restructuration sociale et on garde sa trésorerie pour des vrais besoins, voire des investissements, etc. Oui, enfin, d'après ce que je comprends, c'est qu'il vaut mieux quand même être accompagné pour se retrouver un peu dans ce monde. Faire les bons choix. Il y a une seconde chance pour un chef d'entreprise? Oui, vraiment. Et ça, tout à l'heure, tu me demandais s'il y avait un avant, un après Covid et si on faisait du copier-coller. Il
il y avait déjà une seconde chance avant ce qu'on vit tous en ce moment. Mais il y a encore plus une seconde chance en ce moment. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore moins la honte qu'avant de se rapprocher du tribunal de commerce, tellement malheureusement, l'ampleur de la crise qu'on vit a généralisé ce genre de procédure. Donc il y a encore plus un droit au rebond, et on voit bien que toutes les dispositions exceptionnelles qui ont été prises depuis le mois de mars vont vers ça. Aujourd'hui, faire un plan de continuation, c'est plus simple qu'avant Covid. Les plans dits de continuation, plan de sauvegarde, plan de redressement, qui étaient auparavant limités à 10 ans, peuvent aller jusqu'à 12 ans aujourd'hui. Et il y a tout un tas de nouveaux outils qui allègent Alors justement, ça me permet de te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est une... Je mesure mes mots quand même, mais je les mets entre guillemets. Est-ce que tu penses que c'est une grande leçon pour les tribunaux de commerce de voir ces nouvelles mesures, ces nouveaux outils, et de se dire, tiens, ces outils-là, finalement, il va falloir les faire perdurer dans le temps, parce que c'est plus comme ça qu'on favorise le fait d'octroyer une seconde chance à un chef d'entreprise? Oui, absolument, même si certains tribunaux, et Pontoise en fait partie, étaient déjà très avancés en matière de prévention, avec déjà des actions de communication et une véritable écoute de la cellule détection-prévention dont je parlais tout à l'heure. Et pour prendre un exemple très concret pour les personnes qui nous écoutent, le législateur a prévu par une ordonnance exceptionnelle du 20 mai dernier la possibilité pour le chef d'entreprise de racheter sa propre entreprise à la barre du tribunal, nettoyée de toutes ses dettes. Pardon, attends. Là, tu as bien entendu et je ne me suis pas trompé. C'est-à-dire que d'habitude, c'est une autre personne, une autre entreprise qui vient à la barre faire une proposition de rachat, mais de la position de condamné à mort, je peux passer à la position zéro. Absolument. Et je pense que cet exemple illustre parfaitement ce droit au rebond et cette seconde chance dont bénéficient les entreprises qui aujourd'hui, donc, je te confirme, depuis le 20 mai 2020, le dirigeant et ou actionnaire d'une entreprise qui bénéficie d'une procédure collective a le droit de formuler une offre de rachat du fonds de commerce de son entreprise à la barre du tribunal, nettoyer donc, régime du plan de cession, de toutes ses dettes. Tu ne crois pas que c'est quelque chose qui va être... je ne sais pas, on peut en user et en abuser, finalement ça ne va pas bien. Hop, je fais ça et puis... je repasse de l'autre côté du rideau et je propose autre chose, parce que finalement, c'est une solution de facilité ou qui résout pas mal de problèmes, ce que tu viens de nous dire. Absolument. Alors, il y a quand même deux garde-fous. C'est que cette solution de cession à l'ancien dirigeant ne sera étudiée par le tribunal qu'à défaut d'une autre solution pérenne pour l'entreprise. Donc, ça reste quand même le principe de priorité à un nouveau repreneur, un tiers. Premier garde-fou. Et second garde-fou, c'est le procureur de la République qui a un pouvoir renforcé qui lui permet de s'opposer en cas d'atteinte à la moralité des affaires dans certaines situations. D'accord, tu me rassures. À l'inverse, on peut voir les choses différemment. Aujourd'hui, on peut se dire, là qui se frottent les mains et qui disent, en fait, aujourd'hui, il y a plein de bonnes affaires à faire, il y a plein d'opportunités. Qu'est-ce que tu penses de ce regard ? C'est pas faux. Il est évident que beaucoup d'entreprises ont été impactées négativement par le Covid, peuvent se retrouver en cessation des paiements et donc être mises en vente au sens large par le tribunal. Et donc, des entreprises bien portantes ont davantage d'opportunités qu'auparavant de racheter des affaires à la barre donc ça fait partie tribunal. De tes conseils ? Oui, en fait, j'ai deux métiers. Donc d'une part, tu soutiens et tu accompagnes les gens qui sont en train de s'écrouler. Puis d'un autre côté, les requins, on va les appeler comme ça, si tu le permets, les requins qui cherchent... C'est vrai, alors parfois c'est le même, parce que j'ai des clients... Excuse-moi, mais j'essaye de caricaturer, c'est vrai, peut-être de te provoquer. C'est vrai, requin, vautour, enfin il y a tout un tas d'expressions autour. Mais parfois... c'est le même. Il m'est arrivé de conseiller des clients au bord de la faillite. On s'en sort et ce sont eux-mêmes, par la suite, des candidats repreneurs de sociétés en difficulté.
Et puis deuxièmement, la plupart de mes clients, des clients de Fidal, ne sont pas véritablement des vautours, ce sont plutôt des professionnels d'un secteur d'activité qui peuvent s'intéresser à une société du même secteur. Oui, c'est joliment dit. En fait, là, tu retournes bien la peau de l'ours en disant non. Finalement, ce ne sont pas des vautours, ce ne sont pas des requins, ce sont des mouvements de concentration dans des secteurs d'activité. Voilà, profitent de certaines opportunités pour... Mais ils auraient tort d'exclure de faire de la croissance externe par des opérations de ce type, d'autant plus qu'en un mot, certaines procédures hybrides sont à cheval entre la prévention et les procédures collectives, et le prépac session, par exemple, est une procédure qui consiste à préparer une session confidentiellement en conciliation pour la faire valider ensuite en procédure collective. Et dans ce type de schéma, on a des reprises qui se passent bien, et parfois le cédant lui-même est parti dans le projet de reprise. Ça arrive, il n'est pas forcément évincé. En conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire ou nous conseiller ? Garder espoir, surtout, être entouré. Les experts comptables ont un rôle. Expert comptable, Fidal n'en est pas, mais véritablement, on travaille en collaboration avec les professionnels du chiffre, et il y a vraiment besoin de parler aux experts comptables qui sont également sensibilisés à ces outils, travailler en équipe, et puis ne pas être découragé par les honoraires. Tout le monde propose des devis et on sait à quoi on s'engage. Et généralement... et on peut négocier avec eux, avec vous, un échelonnement des paiements aussi, comme les banques ? Tout est possible. C'est possible. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ces aspects-là, ou en tout cas, il faut savoir de combien on parle, parce qu'il y a certainement un décalage entre ce que certains dirigeants imaginent et puis la réalité. Voilà. Mais écoute Antoine, si tu veux bien, nous allons terminer notre live. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. J'espère que ça aura éclairé beaucoup de chefs d'entreprise. On va remercier déjà tout le monde de nous avoir suivis. Surtout, prenez soin de vous. Surtout, n'hésitez pas, comme vous l'avez entendu. Et puis, d'ici là, likez, partagez, commentez. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain rendez-vous.